Un troisième critère, c'est déjà présent ici, mais j'aimerais bien le préciser à part, c'est la scientificité des sujets. Parce que vous êtes, on va dire, dans les filières scientifiques, ok? Donc MP, PSI et TSI. Donc, pour ces filières scientifiques, il ne faut pas traiter un sujet littéraire qui est vide, qui ne contient pas de lois physiques ou bien d'équations, ou bien d'études génie électrique, génie mécanique, des formules mathématiques, etc. Donc, il y a des sujets comme ça, c'est en relation avec les cycles ou bien les boucles, mais dans le volet scientifique, il n'y a rien. Donc, il faut faire très attention. Et comment découvrir tout ça? Eh bien, à travers les documents. Donc, si vous allez chercher sur Internet, trouver des documents, vous allez consulter ces documents-là. Eh bien, si le sujet il est littéraire, la majorité des documents, vous allez les trouver juste des écritures comme ça, des explications, des analyses. Mais pour les sujets scientifiques, eh bien, vous allez trouver des formules, des lois, ok, des équations différentielles, des graphes, des simulations, beaucoup de choses. Ça, c'est un sujet scientifique. Mais là, c'est un sujet littéraire. Bien sûr, il ne faut pas, bien sûr, choisir comme sujet de type. Est-ce que c'est clair pour ce critère-là de scientificité? C'est très simple, parce que ces critères-là, il faut les vérifier manuellement. Il faut faire attention. Je vais ouvrir une parenthèse ici, très, très importante. Il y a certains étudiants qui demandent, par exemple, un outil AI, soit ChatGPT ou bien autre, de leur donner des sujets. OK? Donc, il va vous donner des sujets. Vous pouvez même lui expliquer comme quoi il y a des critères, etc. Mais il faut faire très attention. C'est que pour ce sujet-là fourni, il ne vérifie pas forcément ces critères-là. D'accord? Ces critères-là, il faut les vérifier manuellement. Vous n'avez pas le choix. Donc, ChatGPT va vous donner beaucoup de sujets. Il se peut que ce sujet-là, on ne l'a jamais traité auparavant. Ou bien il n'y a rien comme document scientifique. Ou bien il ne contient pas d'équation. Ou bien c'est un sujet littéraire. Ou bien c'est un sujet classique. Et donc, prendre un sujet comme ça de ChatGPT et le mettre comme sujet de type E, c'est vraiment, c'est pas recommandé. Il y a un risque derrière. Et donc, le travail manuel, c'est un travail obligatoire à faire par vous-même et aussi à faire avec votre encadrant. D'accord? Il faut faire très attention. Pour ChatGPT, il ne faut pas y croire beaucoup, il ne faut pas avoir beaucoup de confiance sur ce qu'il vous fournit. D'accord? Même pour les équations. J'ai déjà donné ces conseils-là auparavant. Parfois, vous demandez à ChatGPT de vous donner des équations. OK? Donc, des équations, etc. Pour ChatGPT, parfois, il peut créer des équations qui n'existent pas. Il va vous créer des équations qui sont fausses. Mais à force de lui demander ça, il va vous créer une équation. Et donc, les équations, on ne les prend jamais de ChatGPT. On ne les prend jamais de l'IA. Sauf si on les prend juste comme indication, mais on doit les vérifier sur les documents. Parce que les documents, c'est des personnes qui ont travaillé sur ça. Soit ils ont développé l'équation, soit ils ont basé sur des travaux scientifiques pour mettre ces équations-là sur les documents. Donc, les équations théoriques, la modélisation, etc., il faut la prendre seulement des documents scientifiques. Thèse, articles scientifiques, un site web qui est bien référencé. OK? C'est de là qu'il faut prendre les équations et la partie théorique. Mais prendre comme ça des équations de ChatGPT ou bien prendre des lois physiques ou bien des formules, vraiment, c'est un grand risque. Et on a rencontré beaucoup de cas. ChatGPT, il vous donne des équations qui n'existent jamais. D'accord? Donc, attention, il faut prendre ça en considération dans le travail. D'accord? Très bien. Pour ChatGPT, vous pouvez l'utiliser comme outil de génération d'idées pour vous donner des idées comme ça comme départ. Mais la suite, il faut la travailler manuellement sur les documents.
faut lire les documents, lire sur Internet, regarder des vidéos, etc. Un effort manuel. ChatGPT ne peut jamais remplacer l'effort manuel. ChatGPT, c'est juste pour les départs, pour l'initiation. Mais il faut vérifier manuellement. Est-ce que c'est clair pour ce point-là? Donc, c'est parfait. Donc, c'est un point que je devrais préciser, c'est très, très important. Alors, on va continuer sur les critères. Donc, comme j'ai dit, il y a la relation directe avec le thème, la documentation scientifique, la scientificité du sujet, c'est-à-dire un sujet qui contient des équations, des lois physiques, des théorèmes, etc. On doit avoir l'aspect théorique, très important. Pour toutes les filières d'ailleurs, pour les 3 filières. Un autre critère, c'est, on va dire, l'existence de la valeur ajoutée. Donc, pour ce point-là, on peut le vérifier dès le départ. OK? Parce que c'est ça, on va dire, l'intérêt de la formation. C'est de vous permettre d'avoir des choses, c'est-à-dire à l'avance, d'être en avance dans la recherche. Et donc là, il faut vérifier que le sujet contient ou bien peut permettre de faire une valeur ajoutée. Je parle de valeur ajoutée, c'est soit des simulations numériques, de la programmation ou bien des logiciels, ou bien une expérience. Okay? C'est généralement ça. Et alors, comment on vérifie que le sujet contient une valeur ajoutée à votre avis? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Ouais. Comment je peux vérifier? C'est un sujet, je le découvre pour la première fois. Comment je peux vérifier qu'il contient une valeur ajoutée? Voilà. Parce que le jury vous demande, c'est quoi votre valeur ajoutée dans ce sujet-là? À votre avis, comment faire? Ouais. Est-ce que vous avez une idée? Alors, tout simplement, parce que pourquoi j'ai insisté sur ce point-là, le deuxième point? Les documents, encore une fois. C'est les documents qui vont vous permettre, est-ce que le sujet permet de faire une valeur ajoutée ou bien non? Lorsque vous allez consulter des documents, vous avez un sujet en tête, vous allez le taper sur Internet et vous allez télécharger 5, 10 documents par exemple, trouver des sites web, voir des vidéos sur YouTube, etc. Un ensemble de ressources. Vous allez commencer à consulter ces ressources-là et vous allez découvrir qu'elles contiennent des formules, etc. Mais en même temps, vous allez découvrir à travers les travaux antérieurs, les gens qui ont déjà travaillé sur le sujet, est-ce qu'ils ont réalisé des simulations? Est-ce qu'ils ont utilisé des logiciels particuliers? Est-ce qu'il y a sur YouTube des expériences? Est-ce qu'il y a des programmes, des codes sur les documents? Ça, c'est des choses qui vont vous permettre pour faire une initiation à la valeur ajoutée. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut prendre ces choses-là telles qu'elles sont et les mettre sur son projet type E. Non, c'est juste pour s'inspirer. Est-ce qu'il y a des choses duquel on peut s'inspirer, on peut prendre des idées. D'accord? Parce qu'on peut faire, bien sûr, c'est possible de faire une nouvelle simulation, une nouvelle expérience, on peut créer un nouveau code, c'est ça ce qui est recommandé. Mais on doit quand même avoir des choses sur lesquelles on va se baser. Et donc, c'est le document. Si vous trouvez par exemple un sujet on n'a pas d'expérience, ou bien les expériences sont presque impossibles à réaliser, il n'y a pas des codes ou bien des simulations réalisées sur les documents, etc. Ce sujet-là, vous pouvez tirer comme conclusion que il se peut que la valeur ajoutée, c'est difficile à réaliser, soit qu'il n'existe pas, ou bien difficile à réaliser. Parce que lorsque je dis valeur ajoutée, c'est-à-dire déjà l'existence. Mais on peut détailler ce critère-là, on peut rajouter un autre critère, c'est la faisabilité. Oui, par exemple, j'ai un sujet sur la mécanique quantique et j'ai trouvé une idée d'expérience. Mais pour trouver le matériel, ou bien réaliser cette expérience, c'est presque impossible. Ou bien le logiciel, il est payant, ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté pour réaliser cette valeur ajoutée. Et donc, c'est pour cela que vient ce critère-là on va dire, de faisabilité. Est-ce que c'est réalisable? Ou bien non?
Parce que les sujets purement théoriques ou bien les sujets un petit peu difficiles sur lesquels on parle presque pas, des sujets par exemple commerciaux ou bien des systèmes commerciaux, vous n'allez même pas trouver des documents parce que c'est un système commercial qu'on commercialise. Et donc, on peut pas partager des informations comme ça gratuitement sur Internet parce que c'est un système confidentiel qu'on commercialise, etc. Et donc, c'est sur ces systèmes-là, ou bien ces sujets-là, c'est sur ces sujets que vous allez retrouver des problèmes, rencontrer des problèmes sur la documentation, ou bien sur la faisabilité, ou bien sur la valeur ajoutée. Donc, bien sûr, il faut changer les sujets, travailler sur un autre. Donc, attention, il faut vérifier, est-ce qu'on a des idées de valeur ajoutée déjà existantes sur lesquelles on peut prendre des inspirations, voilà, s'inspirer pour faire autre chose, se baser sur ces éléments-là pour bien sûr avancer. La faisabilité aussi, l'existence du matériel, l'existence de la disponibilité des logiciels ou bien la facilité pour réaliser cette valeur ajoutée, tout ça c'est très important. D'accord? Je vais ouvrir une parenthèse ici. Parfois, les étudiants, ils font des recherches sur des sujets sur les concours. Donc, les étudiants, ils vont aller par exemple à CCMP ou bien Centrale ou bien X. Ils vont trouver par exemple un sujet en relation avec le thème. OK? Il faut faire attention pour ces sujets-là, ce sujet de ce type-là. Parce que parfois, ce sujet, soit c'est un système nouveau sur lequel il y a peu de documents et nous avons rencontré ce cas-là avec un étudiant qui a travaillé sur un sujet comme ça et qui a venu demander une formation. Il a retrouvé ce problème-là. Donc, c'était un concours. Je ne me rappelle plus, est-ce que c'est Central ou bien un concours comme ça. Mais ce système-là, il est rare. C'est un système, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de documents, le système, il est difficile. Et donc, il faut faire attention. Donc, il y a ce problème-là bien sûr, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il se peut que c'est un système connu, il y a beaucoup de documents, etc. Donc, il y a ce défi-là. Il se peut que le sujet traité sur le concours ne contient pas de documents ou bien de valeur ajoutée ou bien, etc. Ou bien c'est le seul document. C'est juste ce concours-là, ce document de concours qui existe sur le sujet. Donc, ça sera un problème, bien sûr. OK? Et aussi, le deuxième défi pour ce type de sujet choisi sur les concours, c'est que beaucoup d'étudiants vont trouver ce sujet-là. Et donc, on peut tomber dans un sujet classique rapidement. Bien sûr, je ne dis pas que une fois on a un concours, il faut choisir autre sujet. Si on est bien convaincu de ce sujet-là, et c'est un sujet intéressant, qu'on va un petit peu développer le titre, changer le titre, développer même le système, etc. Mais on peut prendre l'idée déjà de ce concours. Je peux dire, c'est pas grave. D'accord? Mais c'est un défi. C'est un défi que je précise. OK? Donc, il faut bien sûr, on va dire, voir les choses, voir les pour et les contre et décider est-ce que nous allons travailler sur ce sujet-là ou bien non. D'accord? Mais juste, j'attire votre attention sur ce point-là. Parce que je ne donne pas des règles générales. Il y a des exceptions, mais il faut faire attention. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée
pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.